Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Delia. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, alors bonjour Frédéric, déjà merci de m'interviewer aujourd'hui. Donc je m'appelle Delia Figuera, je suis consultante en Customer Care et en Customer Success pour des entreprises digitales, donc ce qu'on appelle les pure players, et pour des startups qui ont besoin qu'on leur prête main forte. Donc j'ai eu toute une carrière, une grosse partie chez Disney que tout le monde connaît, et notamment aussi chez Just Eat, et après pour des missions plus ponctuelles chez par exemple La Redoute ou Rue du Commerce. D'accord. Alors aujourd'hui, je crois que tu vas nous parler d'expérience client, d'effet waouh. Alors justement, beaucoup d'entreprises se disent, voilà, je veux donner vraiment une expérience client exceptionnelle à un client, un effet waouh. Qu'est-ce que tu en penses exactement? Quel est ton avis là-dessus? Alors, c'est vraiment un vaste sujet. Moi, la première fois que j'ai entendu parler d'effet waouh, c'était avec Zappos, hein, donc cette grande plateforme de e-commerce qui est basée aux États-Unis. J'invite tout le monde d'ailleurs à lire tous les articles sur ce que fait Zappos et toutes les vidéos sur Tony Escheé. Alors, je ne sais jamais comment le Oui, c'est prononcer. le fondateur. Le fondateur de Zappos, c'est vraiment passionnant et je trouve que c'est tellement actuel. Donc ce sujet de la relation client, ça a beaucoup changé en fait dans les dernières années avec la digitalisation. Parce que le client de son côté, il se dit j'achète un produit ou un service et c'est normal que je demande à être content. C'est un strict minimum. Certaines entreprises misent tout sur le produit qu'elles vendent et elles en oublient le client. Et quand même, je le rappelle, le client, il est là financièrement pour faire tourner l'entreprise. Ouais, le client, en fait, c'est l'actionnaire, c'est lui qui paye les salaires, c'est pas l'entreprise. Donc, en fait, il faut déjà offrir un petit peu ce qu'on appelle le service minimum, c'est ça? Avant d'essayer de donner une expérience extraordinaire, c'est déjà répondre aux attentes du client. Déjà la base, oui. D'accord. Alors, justement, en quoi l'expérience client, en fait, diffère entre quelqu'un qui a une activité physique et une activité web? Parce que toi, c'est vraiment ta spécialité, hein, e-commerce, tu me l'as dit, start-up, solution cloud, etc., etc. Toi qui as vu Disney, qui est quand même une référence en expérience client, dis-moi un petit peu qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a évolué? Alors, dans le web, déjà, la première chose, c'est que la plupart des pure players vendent du service. Hein, même quand on est dans une marketplace comme, je ne sais pas, ManoMano, Sarenza ou Blablacar, le produit, c'est soit il provient d'une marque ou soit d'un consommateur qui va vendre sa prestation ou son service. Ce qui va différencier l'expérience, c'est surtout la facilité pour commander. Donc là, c'est vraiment lié au produit, le site est lié au parcours client. Et l'aide au client, c'est vraiment tout ce qui va lui faciliter la vie. C'est le mot facilité, il est vraiment super important. Après, personnellement, je n'aime pas forcément, par exemple, l'avantage concurrentiel qu'ont beaucoup de marketplaces, qui est toujours plus rapide, plus bref délai, parce que là, on s'engage dans une course à la rapidité qui commence, on le voit, à faire des dégâts. Ça, c'est un autre sujet. Oui, puisque c'est mettre une pression sur la rapidité. Après, on le voit bien avec les livreurs qui sont des sous-traitants et qui balancent les colis. Moi, j'ai vu des fois que ils te laissent le colis devant ta porte et tu dis merde, c'est un truc important, etc. Il y a une pression à la rapidité qui peut être nuisible en fait au colis en lui-même, au produit. Oui, tout à fait. Donc c'est vrai qu'il y a des acteurs comme par exemple Just Eat qui, il y a encore quelques années, communiquaient sur la livraison à partir de 30 minutes. Là, ils ont arrêté de le faire pour communiquer plutôt sur la variété de l'offre, sur les prix identiques. Il faut savoir que la première source de réclamation sur des acteurs qui font de la livraison, en général, c'est le délai de livraison, quel que soit le canal, qu'on soit sur une hotline, sur chat, par email, dans les avis. Et aussi, quand c'est livré trop en avance, parce que là, on n'est pas à la maison, donc ça pose aussi un problème. Donc oui, cette course à la rapidité, ce n'est pas forcément le facteur différenciant, en tout cas pour une expérience client waouh. Et à Disney, donc l'expérience client, c'était vraiment un facteur clé. Vraiment. Chaque employé, qu'on soit cadre, qu'on soit VP, qu'on soit donc employé, passe au début de son parcours par une journée tradition. La journée tradition, c'est une sorte de journée d'onboarding. Dans ce programme, donc plusieurs vidéos sur connaître l'histoire de Disney, Walt Disney, donc le personnage, les valeurs de l'entreprise. On visite les parcs, on teste le produit. J'ai vu des gens pleurer en regardant les vidéos qui sont présentées lors de ces journées. Ouais, les dessins animés Disney rappellent des souvenirs, ça remonte un petit peu, quoi. Donc tout ceci, ça permet de vivre émotionnellement l'expérience client, ce qui est super important, de connaître ce qu'est un magical moment,
Si je prends, je veux dire, les conseillers clientèle on va dire de base, donc c'est pas dû à eux, c'est dû à l'organisation. Comment tu veux qu'un conseiller clientèle résolve bien un souci client dans l'univers digital s'il n'a pas lui-même testé le produit ou au moins passé une commande test, hein, et si par exemple ses superviseurs lui imposent une cadence de traitement de tickets, traitement d'appels sans aucune possibilité de personnalisation de sortir du cadre. Ouais, c'est souvent en fait le problème des indicateurs des KPI où on dit bah voilà le first cause resolution, le temps d'appel et il y a un petit compteur qui dit attention c'est rouge, ça commence à clignoter et la personne va de plus en plus vite et dit bon est-ce que vous avez autre chose, etc. Puis le client il se dit mais pourquoi vous voulez plus parler avec moi, il sait pas que de l'autre côté la personne a la pression pour que ces appels durent pas trop longtemps. Donc il y a cet aspect rentabilité et l'expérience client qui est un petit peu antagoniste. Après, je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre en compte les KPI, c'est vraiment très important pour monitorer justement la satisfaction des clients, tout le parcours client pour identifier un petit peu les possibilités d'augmenter. Donc les KPI sont importants, mais il ne faut pas que ça. Ouais. Et puis il faut aussi laisser le client s'exprimer, comme on a discuté un petit peu auparavant. Tu dis bien qu'il ne faut pas cacher le numéro de téléphone, il ne faut pas cacher le contact. Le client, s'il appelle, c'est un moment, comme tu disais, dans Zappos, ils cherchent en fait aussi à ce que les clients les appellent et quand ils appellent, ça soit un moment exceptionnel. Tout à fait. Tout à fait. Donc moi, ça m'amuse à chaque fois que je vais sur des sites de e-commerce. Donc là, le dernier exemple que j'ai en date, c'est Uber. Donc où le numéro est complètement caché, on est obligé de passer par toute une base de connaissances avec une liste de questions qui ne sont pas forcément appropriées à notre demande, avec un contenu indigeste. Pareil, pour pouvoir joindre une entreprise, il y en a beaucoup qui hésitent à déployer le chat parce qu'ils ont peur de devoir augmenter leur taux de contact. Donc je rappelle, le taux de contact, c'est le nombre de contacts total, donc les appels, les mails, les chats, c'est toutes les interactions divisées par le nombre de commandes. Et donc ils ont peur de déployer une armée de chargés de clientèle. Donc moi je dis oui pour autonomiser le client qui peut aller chercher l'info. Ça, c'est dans l'air du temps, sans forcément devoir fournir un effort. Hein. D'ailleurs, il y a beaucoup d'entreprises qui calculent cet indicateur-là, le taux d'effort du client. Ouais, le CES, Customer Effort Score, avec donc justement l'effort pour contacter, pour passer commande, etc., etc. Tout à fait. Tout à fait. Mais après, si c'est le parcours du combattant, non. Donc, il y a plein de leviers, il y a plein de choses à faire. Il faut y réfléchir avec ses employés. Je veux dire, pas que ceux du service client, mais même le service commercial, tous les employés. Et si c'est bien pensé, on peut vraiment commencer à parler de l'effet wow dans l'expérience client dans le digital. Ok, merci. Alors maintenant, on va parler un petit peu de Disney, parce que vraiment, Disney, ça fait rêver, et pas rêver que les enfants, ça fait aussi rêver les grands avec l'expérience client. C'est souvent cité comme une des références des marques qui savent vraiment gérer la qualité de service, l'expérience client, donner de l'émotion. Est-ce que toi, tu peux nous parler un petit peu justement de Disney et de sa culture sur l'expérience client et les bonnes pratiques? Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Hein. C'est vrai que là, dans les quelques minutes qu'on a, je ne pourrais pas m'étendre énormément sur le sujet. Donc moi, j'adore la marque Disney et ce que Walt Disney a construit avec les parcs, mais aussi au niveau de la culture d'entreprise. En termes d'expérience client, je te rejoins. Ils ont un rôle modèle. J'ai travaillé à Disney World en Floride pendant 1 an parce que c'était un rêve. Ça doit être exceptionnel parce que Disney World Floride, c'est le premier parc ou c'est... Un des premiers, en tout cas. C'est le deuxième, en fait. Ça a commencé en Californie et donc c'est le deuxième. Donc c'est vrai que c'était assez unique de travailler à Epcot là-bas avec des gens de 15 nationalités différentes. Et ensuite, j'ai fait aussi Disneyland donc pendant 7 ans. Donc c'est vrai que les Américains ont une tendance plus naturelle au sourire et au service qu'en France. Ça, ouais, alors il y a aussi un fait qu'aux États-Unis, les gens sont beaucoup payés en fait au pourboire et au service. Chose qui n'existe pas en France parce que le serveur, de toute façon, il aura son SMIC quoi qu'il arrive. Par contre, aux USA, il y a beaucoup de pourboire et c'est vrai qu'il y a aussi cet effet-là qui fait que plus tu es gentil avec les gens, plus tu vas gagner de l'argent. Ça, je vois en effet. Après, le deuxième point, c'est que, par exemple, nous avions des managers où on avait plus de remarques positives et de remarques extrêmement positives que n'importe quelle culture au monde. Et c'est particulièrement vrai quand tu compares à la France. Donc, les managers américains, ils diront 3 remarques positives pour chaque remarque négative. Ils vont utiliser des termes comme fantastic, awesome. Donc là, c'est... Et ça fait chaud au cœur, donc bien sûr c'est une bonne pratique en tout cas qu'a féliciter, ouais. Souvent moi je dis à des managers,
Quand est-ce que c'était la dernière fois que vous avez dit merci, vous avez félicité des salariés et des fois les gens ils se disent non je l'ai jamais fait ou c'était il y a 6 mois, 1 an quoi. Donc d'ailleurs pour parler de ce merci, il y a une petite anecdote intéressante, c'est Michel et Augustin qui calculent son taux de merci en fait avec les interactions qu'ils ont avec le client. Je trouve que c'est un indicateur qui est très très pertinent. Donc c'est vrai qu'en France, on a un petit peu du mal à faire ça, mais c'est vrai que c'est important à la fois de le dire aux clients, mais également de le dire aux salariés. Donc il y a le râleur français. Alors je te rejoins tout à fait sur le merci. En France, il a parfois du mal à être dit. On râle longtemps d'abord et seulement après, la courtoisie arrive. Maintenant, je pense que les tendances changent. Les entreprises qui s'intéressent vraiment à la QVT, donc la qualité de vie au travail comme Disney, peuvent vraiment se démarquer dans l'expérience client. Pour moi, CX et UX, donc la Customer Experience et l'Employee Experience, sont intimement liés. Disney a par exemple un Cast Recognition Day, donc une journée pour récompenser en fait ses meilleurs salariés. La formation pour faire ce que les Américains disent empower, pour entraîner les gens, mettre une culture client. Une culture client donc à chaque employé pour prendre des décisions donc au service des guests, c'est très important aussi. D'ailleurs là-bas on ne parle pas de customer experience mais de guest experience. Ça veut tout dire. On les invite à venir et c'est pas des clients en fait. C'est pas juste une carte de crédit sur patte quoi. Voilà. Après, chez Disney, c'est vrai qu'il y a d'autres piliers, donc le sujet est vaste, mais dans la stratégie de différenciation de Disney, donc c'est autour des 4 Keys of Service. Donc il y a ce qu'ils appellent le safety, donc la sécurité. Je dirais pas que ça s'applique aux entreprises digitales, mais je le remplacerai par la confiance en la marque, la réassurance. Par exemple, j'ai faim, je veux que ma pizza arrive à temps, chaude, pas renversée. Ou je teste un panier chez Too Good To Go, donc qui est le nouvel acteur anti-gaspi, et je veux m'assurer que je n'aurai pas de produits complètement périmés, sachant que c'est basé sur des paniers surprises. Donc ensuite, un autre pilier chez eux, une autre clé de service, c'est la courtoisie. Donc on en a parlé, le smile, le respect de tous les guests, quel que soit l'âge, l'handicap. Et là, on a encore une marge de progression en France. Un autre pilier, donc c'est le show. Donc, de quoi on peut s'inspirer sur cette partie-là? Donc Disney fait attention à chaque détail. C'est imperceptible aux yeux des visiteurs. Donc au niveau des attractions, mais aussi au niveau du service. Il n'y a pas de papier par terre, c'est jamais sale. Quand il y a quelque chose qui est renversé par terre, c'est nettoyé juste après. C'est vrai que Disney, avec là, c'est vrai que c'est impressionnant, c'est vraiment le parc rêvé, quoi. En effet. Et donc j'ai un autre exemple en tête dans le digital, c'est Frishti. Pour chaque commande, je me souviens, ils envoyaient une petite carte de visite avec des remerciements, avec un petit mot écrit à la main. Donc certes, on ne peut pas scaler cette bonne pratique, et après, on peut le faire autrement. Alors, c'est vrai qu'il y avait un acteur dans l'e-commerce qui faisait un message vocal qui était donc comme si quelqu'un appelait au téléphone chaque client, disait merci d'avoir passé commande, vous pouvez appeler le SAV à tel endroit et si vous voulez laisser un petit avis, comme si c'était en fait une personne alors que c'était un message automatisé qui était déposé sur le répondeur. Quelque part, c'est cet effet show ou personnalisation. Même si les gens maintenant se font un peu moins avoir par ces messages automatiques, mais ça peut être quand même quelque chose qui peut marcher. Et le dernier point, je crois que c'était efficiency. Alors l'efficiency, ça c'est un mot qu'on retrouve dans toutes les entreprises. Donc c'est comment être efficiente et pouvoir scaler justement par rapport au volume. Donc chez Disney, c'était par exemple réduire le temps d'attente au téléphone, dans la queue évidemment, qui n'a pas fait 2 heures de queue pour une attraction, et faire en sorte qu'on crée de la valeur pour le client. Donc voilà, au niveau des piliers... c'est vrai qu'on peut le retrouver aussi dans les commerces, dans le web, c'est le fameux temps d'attente au téléphone qui est considéré comme le truc le plus pénible aux gens. Donc son taux de réponse au téléphone est vraiment important, la QS. Et puis après, proposer d'autres canaux, comme tu disais, le chat, etc. Alors c'est vrai qu'au fur et à mesure de toutes mes expériences, que ce soit à Disney, La Redoute, Just Eat ou de plus petites startups, je préfère en effet qu'on parle de Customer Care, d'Happiness Hero, de Customer Happiness Expert, de Customer Delivery Helper, que de conseiller clientèle, d'agent ou de superviseur dans un service client. C'est du détail, mais ça change tout. Si je vais sur Google Translate, la traduction de happiness, c'est bonheur.
Donc, si une start-up ou une toute jeune PME se lance sur un marché concurrentiel, donc, à mon sens, la satisfaction client, elle n'est pas suffisante. Donner du bonheur, des émotions aux clients, c'est bien plus différenciateur et en plus, ça permet de faire de la rétention avec ses clients encore plus dans le e-commerce ou le digital. C'est pourquoi je préfère le mot customer care à service client. Et d'ailleurs, care en anglais, c'est notamment prendre soin de. À mon sens, un client, on le chouchoute. Chaque entreprise devrait se dire, son service client, c'est le plus attentionné du monde, que sa communauté, elle est tellement importante à ses yeux. Construire un département customer care de choc, pour moi, c'est pas une question de gros budget. Hein. J'ai vu de nombreux chargés de clientèle être saoulés par les réponses types, saoulés de parler comme des robots au téléphone, et ils avaient raison. Pour les traitements par email, par exemple, les macros, certes, elles font gagner du temps, mais on peut aussi utiliser des gifs, des emojis, ou tout simplement prendre son téléphone pour résoudre un problème de manière plus efficace et humaine, au lieu de faire des va-et-vient d'email. Donc oui, la personnalisation, c'est important. Un client, c'est un être humain avant tout, avec ses émotions, ses désirs, ses envies, quel que soit son budget. Et c'est encore plus le cas avec les jeunes de la nouvelle génération Z, où la quête de sens et la communication priment. Ouais, donc en fait, le bonheur, c'est si on essaie de satisfaire le client, forcément, on aura une bonne expérience. Et la symétrie des attentions, un petit peu, c'est un client, un collaborateur heureux rendra forcément un client heureux. C'est ce que tu disais avec Zappos, c'est la philosophie, quoi. Voilà, donc c'est vrai que la symétrie des attentions, tu as raison, hein, c'est quelque chose de très important. C'est encore une fois, c'est CX plus EX égale voilà, une très bonne expérience client. Alors justement, on discutait tout à l'heure, on parlait de ça et on voyait que pourtant, dans les entreprises, cet engagement des clients envers l'entreprise est plutôt faible. Je crois que tu parlais d'une étude de Gallup. Hein. Oui, donc il y a une étude de l'Institut Gallup qui a démontré qu'en France, seuls 9% des salariés se disent engagés. Donc engagé, qu'est-ce que c'est ? C'est impliqué, proactif, créateur de valeur pour leur entreprise. Donc, il y a une grande majorité des actifs, donc ils ont évalué à 65%, qui effectuent leurs tâches sans s'impliquer, outre mesure, et ils sont physiquement présents, mais leur cerveau et leur cœur sont ailleurs. Oui, ils sont là juste pour faire des heures, et puis ils font un boulot, ils pensent pas, enfin, ils travaillent pour une entreprise et pas pour un client, quoi. Voilà, donc quand on a justement ce titre, donc dans le titre, dans la fiche de poste, agent de service client ou chargé de clientèle, ça voudrait dire qu'on ne se charge que des clients et on applique les process, alors qu'il y a vraiment un vrai team spirit à avoir quand on travaille sur ces postes-là. Et la reconnaissance de l'humain, elle est vraiment ultra importante. Et on revient donc sur ce que tu disais, sur la symétrie des attentions. Ouais, et on revient encore sur le fameux taux de merci hein, de Michel et Augustin. Je crois qu'il est d'une vingtaine de pourcents ou 18% ou quelque chose comme ça. Oui, donc ils ont commencé à avoir ce matrix, à calculer le taux de merci en prenant en compte le nombre de personnes qui les ont remerciés pour avoir pris en compte et solutionné leurs problèmes. Et donc, oui, on est dans les 18% moyenne. Ouais, je pense qu'il y a des leçons à prendre pour pas mal d'entreprises. Alors justement, si on veut aller un petit peu plus loin, est-ce que tu as quelques ouvrages ou quelques blogs qui pourraient en fait aider les personnes qui veulent justement améliorer l'expérience client et donner cet fameux effet waouh? Oui, alors il y en a plusieurs. Donc il y en a notamment plusieurs vidéos donc sur Zappos qu'on peut trouver sur YouTube. Donc Zappos Brand and Customer Service. Donc on pourra mettre les liens en dessous de l'article. Après, si c'est vraiment spécifique à Disney, donc tout ne s'applique pas dans le digital, mais il y a forcément des bonnes pratiques. Il y a le blog de Disney Institute qui est basé aux États-Unis. Donc voilà. Et donc, si on veut mettre en pratique et si on a besoin d'aide, comment on fait pour te contacter et qu'est-ce que tu proposes comme mission ? Alors, donc moi, ce que je propose, c'est vraiment de l'accompagnement donc, au niveau de tout ce qui est Customer Care, donc la scalabilité de l'équipe, la mise en place de process. Donc là, on est un petit peu plus dans le technique et dans l'organisation. Au niveau aussi de tout ce qui est Account Management, donc ce qu'on appelle le Customer Success aussi. Donc aussi bien pour des toutes petites startups que des entités un peu plus importantes. Et après, pour me rejoindre, c'est tout simple. Vous tapez Delia Figueras sur LinkedIn. Et on va te trouver rapidement. Je te remercie, Delia. Merci à toi, à très Frédéric. bientôt. Merci. Au revoir.